Allô Mouloud, c'est Zizou. Zizou. Salut Snoop, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Giorgio, vous faites quoi en ce moment là? Là, je suis assis devant mon piano. Comment ça va Dario? Bien. Hi, this is Pharrell, and you're watching Click. It might seem crazy what I'm about to say. Dans un instant, Pharrell Williams sera en duplex avec nous sur le tournage de son clip. Et ce clip a été réalisé par des Français, Cocorico. Ces mecs-là défoncent tout dans la réalisation et ils s'appellent les We Are From LA et pourtant ils sont français. Salut les gars. Salut. Vous avez amené un truc différent des autres réalisateurs de clips et de pubs, c'est que vous avez la culture internet à fond. À fond, ouais. Et le premier clip que j'ai remarqué, c'est un truc que vous avez fait chez vous, qui était une adaptation du clip Power de Kanye West, que vous avez fait juste à base de gifs animés. Les gifs animés, c'est ces petits trucs comme ça qui bougent dans tous les sens sur Internet. Comment est-ce que vous vous êtes dit, on va prendre le clip de Kanye pour faire le nôtre chez nous? On n'avait pas de caméra, on savait pas comment marcher une caméra, on n'avait pas d'équipe, on n'avait pas d'argent. Donc on s'est dit comment on peut faire un clip sur ce son qui défonce. On avait juste Photoshop, nos ordi, et après on allait piquer des images de Kanye. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. Je fais plein de trucs et puis Après, après c'est du sampling en fait, c'est comme des DJ quoi. Tu prends des trucs un peu partout et puis t'assembles tout et puis ça te crée un truc nouveau quoi. Après, il y a un autre truc qui vous a fait remarquer, c'est ce que vous avez fait pour Cassius, qui a été vraiment une innovation dans le clip, c'est que vous avez mélangé un clip vidéo et une application. Est-ce que vous pouvez raconter le truc, le principe? c'était hyper simple, en fait c'était avec une bouche et ça chantait la chanson. Et Tu plaçais ton iPhone là et puis tu pouvais chanter la chanson en changeant de bouche. Et vous avez aussi fait la pub qui a été le plus vue dans le monde l'année dernière. Moi, je suis comme tous les gens qui voient le truc. Vous avez tourné d'abord des vrais bébés que vous avez mis sur des corps d'adultes ou vous avez fait comment? On a tourné On a des trouvé bébés. des bébés extraordinaires. On Ouais. a fait un casting dans le C'est ça monde qu'il fallait entier. répondre. Voilà, Ouais. c'est ça. Non, concrètement, on a tourné des bébés pour leur tête et un peu pour leur corps. Après, on a tourné des vrais gens, des adultes, avec des vêtements corps de surdimensionnés. sumo, là, des déguisements de sumo. Ouais. Expliquez-nous comment vous avez convaincu Pharrell Williams. Donc l'idée, c'est un clip qui dure 24 heures et dans laquelle on a une timeline dans laquelle on peut circuler. C'est-à-dire qu'il y a 360 fois la chanson en 24 heures, mais en fait, quand tu arrives sur le site, la chanson commence, et puis après tu peux naviguer. Et bah Pharrell est encore sur le tournage du clip. Comment est-ce que tu as accepté ce projet de malade? Well, Eh bien, well, I was just saying, like, you know, j'ai compris que ces gars étaient dans these un guys autre are out univers. there. They're like, Ils sont juste waouh. but that's how the French do it. Et les and that's Français why sont the comme ça. French, historically, have always Ils ont done toujours really fait de great grandes choses, things, you know, such avec une vivid imagination imagination, débordante and they know et how des to idées qu'ils savent concrétiser. materialize it. So, these guys, Donc ces gars-là, they keep up the French ils tradition. conservent la tradition of française. just going the Et ils en extra font toujours mile, plus. The craziest ideas Les end idées les up plus folles becoming like the deviennent les world's choses most les plus brilliant, exceptionnelles du you know, monde. convenient things. And I have a feeling Et j'ai that, l'impression que ce clip like, this will be n'est this que is le the first of début many d'une to longue come. série. Il y a deux garçons ici qui sont complètement amoureux de toi et ils aiment vraiment ton style. Est-ce que tu peux donner un conseil de style aux Français? I mean, listen, you know, Oh non, the French are well dressed. You guys les know Français that. sont You déjà guys très do really élégants. well. The French are Ils so n'ont pas cool besoin de that mes you don't conseils. need, Ils you sont know, tellement cool. I like the way J'aime that la they façon think dont ils because pensent. For them, it's not, Là-bas, tout est plus stylé, parce que la vie ne tourne pas autour de la caisse que tu conduis ou de ce que tu as sur ton compte en banque. Ce qui compte, c'est la conversation. Tu peux rouler en Vespa, ce qui est d'ailleurs assez commun en France. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui va capter l'attention des gens, et non pas ce que tu montres au premier abord. Faut que tu en aies dans la tête, mais surtout dans le cœur. C'est ce que j'ai adopté des Français, ce côté sincère, très chaleureux. Quand je vais là-bas, tout le monde est si sympa avec moi. Que tu ailles en Normandie ou dans le sud de la France, les gens sont super chaleureux. Et ça, c'est parce qu'ils parlent avec leur cœur. Donc j'ai la crème de la crème avec ces deux mecs. Et comment est-ce qu'on dirige un mec comme Pharrell? On est tombé sur quelqu'un d'hyper simple, d'hyper gentil et d'hyper pro. Nous, on s'attendait à la rosta
Riken qui est un peu compliqué, un peu ingérable, 24/24 sur son téléphone, en train de jouer aux jeux vidéo dans sa jouer aux carrière. jeux vidéo, en rendez-vous téléphonique. Et en fait, c'est vrai que le mec, il est pas du tout comme ça. Il nous a pas, enfin, il était plus facile à diriger qu'aucun autre comédien ou danseur qu'on a vu, avec lequel on a bossé avant. Donc c'est assez ouf en fait. Est-ce que tu es aussi rapide en compétition qu'avec les filles? Non, With je suis rapide competition, quand je that's cours. it. Girls, Avec les filles, take my je time. prends mon temps. It's not 9 seconds. Non. Non. Prochaine fois que je suis sur Paris, je vais. Super. Et t'es sûr que je suis pas trop vieux pour ton émission? Parce que moi, mes enfants, ils m'ont dit que j'étais trop vieux. Non mais Zizou, l'émission elle est ouverte à tout le monde. Ça n'existe plus, les jeunes, les vieux, tout ça. Le mec qu'on reçoit maintenant a vendu 20 millions d'albums et a fait 35 films et 35 albums. Fini le golf, le bridge, les vacances à Saint-Tropez, Eddie Mitchell, c'est le prince des Lascars. Il est plutôt John Wayne que Lil Wayne, bref, il fait partie de mes héros. Salut Eddie Mitchell. Bonjour. Ça va? Oui. Il y a un truc dont vous parlez très très peu et je ne le savais pas sur vous. J'ai découvert un morceau de vous qui s'appelle 60-62. Ah oui. Vous parlez de la guerre d'Algérie. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter? Parce que je ne connaissais pas du tout cette partie de votre vie. Cette chanson, je l'ai faite par rapport à, vous savez, la nostalgie des gens qui disaient tout le temps l'époque des l'époque 60, les yéyés, les trucs, les machins. Et bon, très bien. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait malheureusement, il y avait le général de Gaulle qui nous gonflait. Il y avait la guerre d'Algérie. Et j'ai eu la chance qu'elle s'arrête juste à la fin de mes classes. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, je suis rentré à l'armée en janvier 62 et la guerre d'Algérie s'est arrêtée en juillet. Mais entre-temps, on avait peur parce qu'on avait des potes qui se faisaient descendre, on avait tout ça. Et donc c'était une horreur, la guerre d'Algérie, c'était une horreur totale. Vous avez vu des choses... J'ai vu des choses, mais j'ai pas vu des choses en tant que militaire, hein. J'ai vu des choses en tant que civil quand j'ai été chanté là-bas. Et j'ai vu des choses absolument sordides, où il y avait à Oran, par exemple, une grande baie comme à Nice, une grande promenade comme ça. Et il y avait des petits Européens qui foutaient des mômes arabes, comme ça, par-dessus l'acheter. Et on se demandait pourquoi, quoi. Et parce que la veille, il y avait eu 2 petits Européens qui avaient été égorgés par des Arabes qui étaient montés dans le quartier arabe. Bon, c'était tout le temps des histoires de vengeance, comme ci, comme ça. Et ça foutait les fouets, bien sûr. Qu'est-ce Et que vous pensez de c'était- cette histoire d'excuses? Est-ce que la France doit des excuses? Des excuses? Moi, je pense que oui, oui. Oui, parce que c'était un pays de la France a été un pays colonial. Donc, qui dit colonisé dit esclavage. Donc la France doit s'excuser pour la guerre Moi, je d'Algérie. crois, oui. Parole d'Eddie Mitchell. Ah oui. Salut Pénélope. Merci, quelle intro. Ouais, je te kiffe. Ouais, c'est sympa. Je te jure. Ouais, c'est gentil. À la base, tu bossais dans la pub Ouais, et tu as commencé à faire des dessins sur Internet, sur ton blog. ouais. Pourquoi? Tout est hyper normé en pub, donc il faut toujours que les filles soient super minces, qu'elles soient super souriantes, que les enfants soient blonds et qu'ils sourient tout le temps, et voilà. Comme dans Kinder, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et si jamais tu veux faire autre chose, on te dit non, j'aime pas trop, je suis pas très à l'aise. Donc en fait, si tu veux faire autre chose ou dire bite par exemple, bah, il faut le faire ailleurs. Et du coup, bah, l'intérêt de faire ça sur Internet, c'est que personne ne dit si c'est bien ou pas, et que toi qui sais si c'est bien ou pas. Et puis, c'est pas très compliqué à faire. Mais la marque de fabrique de tes dessins, c'était que ça racontait la vie d'une meuf normale. Bah, ça racontait la mienne de vie, donc j'avais pas envie de chercher une histoire. Je me suis dit, je vais raconter tout ce qui est un peu des non-événements, du genre j'ai plus de lumière dans mes toilettes ou où il passe du Abba chez Franprix et je suis contente. C'était un peu bref avant l'heure, en fait. Mais non, parce que mais non, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Après, t'es passé d'Internet au format BD. Ouais, Ça a explosé. ben, ça a bien marché, ouais. Et alors, on va sauter un peu dans le temps. Oui. 2013, il y a un film qui a été adapté d'une de tes BD, qui est Ouais. devenu Joséphine, avec Ouais. Marie-Lou Berry. Oui. Tu as été nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Oui. Explique-moi cette Je histoire. ne peux pas te l'expliquer parce que je ne comprends pas moi-même, mais je ne sais pas, j'ai eu un très beau pins et j'ai fait la bise à une ministre. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir avec Johan Sfar. Ça Ouais. raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Angoissette. Ouais, Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Angoissette? parce que c'est l'enfant spirituel de Johan et de moi, donc bah, elle est complètement névrosée comme Johan et un peu comme moi aussi. Et je sais pas, en fait elle est censée s'appeler Angoissette parce que quand elle est née et que ses parents ont vu sa tête, ça les a hyper angoissés, du coup ils l'ont appelée Angoissette. Et après sa mère est morte et ils ont eu des histoires formidables. Dans la BD, il y a une grosse session danse d'Angoissette Mhm. qui vient montrer un peu ses skills de danse. Mhm. Et il paraît que pour faire les dessins, tu t'es toi-même mis à danser. Mais de toute façon pour dessiner les trucs il faut que tu les mimes.
Donc souvent les ateliers des dessinateurs, c'est un peu, on dirait un peu un truc de personne folle parce que tout le monde genre fait la surprise, la terreur, la bagarre et tout. Donc, ouais, alors, les mecs de mon atelier regardaient pas, ils s'en foutent. Et en fait, j'ai fait les scènes de danse, j'ai fait les scènes de bagarre aussi, toute seule. Tu peux nous faire la danse? Non, je savais que tu allais me demander ça et j'étais déjà prête à dire non depuis le début en fait. Ouais, mais tu l'as bien dit. Ouais. C'était un bon nom. Ouais. Et en fait, elle danse que sur des musiques de jeux vidéo. Donc elle a une petite console toute pourrie et ça fait du vieux son et elle danse que sur des jeux vidéo. Comment ça se passe quand on est une star de la BD? Même si tu es hyper connu, pas forcément moi, mais les auteurs de BD vraiment méga connus, en fait ils sont connus dans un truc dont personne n'a rien à foutre, qui est la BD. Donc en fait, même si tu es une superstar, personne te connaît, t'as aucun avantage. Genre tu rentres pas plus facilement dans les clubs, t'as rien en fait. Il y a un showbiz BD? Ouais, carrément. Ah bah ouais, c'est Dallas, ouais, vraiment. C'est vrai? T'as un peu des teams quoi. C'est quoi ta team, toi? Moi, ma team, c'est les gens avec qui je fais des soirées déguisées, donc... Salut Alexandre Astier. Salut. Ça va? Bah oui. Moi, je suis très content de te recevoir parce que tu fais partie des gens qui ne sont dans aucune famille. J'adore mon métier, j'aime pas forcément les gens qui le font. J'aime pas leur... Tu vois ce que je veux dire? Quand j'écris un truc, je rencontre des consultants, des scientifiques, des mecs qui... Tu vois, et en fait, je crois que je me nourris pour faire mon métier de gens qui ne le font pas. Ouais. Je me fais pas faire de la fiction sur d'autres fictions et je crois que j'aime aucun milieu. C'est que la matière pour être drôle, c'est pas les acteurs, c'est pas les attachés de presse, c'est pas les filles qui traînent en boîte de nuit avec des mini-jupes où tu fais... Où tu fais quoi? Vas-y. Non, mais j'ai une grande famille, j'ai 5 enfants, donc en fait je travaille et dès que je travaille plus, je suis avec eux. Parce que je crois que c'est pas une position sociale, être acteur ou auteur, tout ça. C'est pas la position sociale que ça m'apporte, je m'en fous. Dès que j'ai l'occasion, je m'en vais, je vois plus personne. Donc je crois que ça te donne l'occasion, quand tu écris notamment, de rencontrer des gens formidables, de creuser des points de l'histoire, par exemple, ou d'aller chercher des technologies, des sciences. C'est le parcours, c'est le parcours qui t'amène à l'œuvre, qui est aussi important que l'œuvre. Si le parcours est pourri, si tu passes ton temps dans les soirées de merde avec des mecs qui font « Hey, toi et moi, on est... » Tu vois, ouais. Je t'ai lu, ouais. Je t'ai vu, on s'est vu, on s'est lu. Voilà. Voilà, ça par exemple, si ça m'amène que ça, je m'en fous. Sur les plateaux, si le film est pas bon, je me fais chier. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une vie de merde sous prétexte que je suis acteur. Et tu vas aussi souvent à l'encontre des choses qui sont bien de dire ou de penser ou machin. Tu as été un des seuls à parler en faveur de Dieudonné. Le combat de Dieudo, j'en ai rien à secouer. Sincèrement, je m'en fous, je connais pas. Je suis pas géopoliticien. Si jamais je devais m'intéresser à ce sujet-là, c'est pas lui que j'irais voir. C'est jamais ceux-là qui m'emmerdent. Tu vois, par exemple, pour le mariage gay, le mariage pour tous, en fait, je m'en fous. Mais je supporte pas les mecs qui sont contre. C'est toujours pareil. Et pour Dieudo, c'est pareil. Lui, son truc, son combat, ce qu'il défend, je pense qu'un mec qui a du talent ne devrait pas rentrer en politique. Jamais. C'est mon avis. C'est pas le sien, visiblement. Donc je me tape de son combat. Totalement. Après, les gens qui me disent que c'est antisémite, je vois pas. Moi, je peux voir 50 spectacles de Dieudonné, je ne sors pas antisémite pour autant. Pour moi, quand on sait à peu près où est-ce qu'on marche, on peut entendre parler Dieudonné pendant 1 milliard d'années de tout. On peut prendre ce qu'on aime beaucoup. C'est pas pour ça qu'il va nous transformer. On a un cerveau, c'est tout. Alors ceux qui disent que, voilà, qui parlent de prosélytisme et qui disent qu'il faut lui interdire les salles, je suis contre ces mecs-là. Ça veut pas dire que je suis pour le combat de Dieudo. Ça veut dire que je suis contre interdire les salles, tout comme je serais toujours contre les gens qui veulent interdire des trucs aux autres. Des fois, je suis content d'être français parce qu'en France, on a la chance d'avoir la fille la plus cool du monde. Et la fille la plus cool du monde, elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Juliette Gréco. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Pour moi, vous êtes la meuf la plus cool. Je suis tranquille, mais il ne faut pas trop me pousser, quoi. Voilà. Il y a des choses qui me rendent pas agressive, mais violente. Qu'est-ce qui vous rend violente? Certaines politiques. Qui ça? Il n'y en a qu'une. Marine? Vous êtes assez énervé contre elle. À chaque fois, on vous entend... J'ai peur. Est-ce que vous avez des raisons d'avoir peur d'elle? Oui. Lesquelles? Je crois. J'ai un lourd passé. J'ai quand même une mère qui était à Ravensbrück, une sœur qui était à Ravensbrück. Le Front National est ce qu'il est. Je ne pense pas au miracle, tout à coup, de ce Front National devenu républicain, devenu généreux. Vous pensez que ces gens-là peuvent avoir le pouvoir, que le Front National peut prendre le pouvoir? Pourquoi pas? Les Français sont bizarres, ils ont des coups de colère. Et même s'ils ne sont pas complètement d'accord, ils votent pour donner une leçon au gouvernement. J'espère que ce ne sera pas celle-là. On n'a pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait peur des choses parce qu'après la guerre,
vous êtes parti tout de suite dans ce qui est devenu le Saint-Germain-des-Prés, un peu festif, où vous croisiez Boris Vian, Sartre. Et on a l'impression que vous avez toujours évité la peur. Oui, il n'y a que ça qui me fait peur. Les moustiques et les serpents aussi. Donc les moustiques, les serpents et Marine Le Pen. Le Front National. Vous étiez aussi une des premières, enfin même la première personnalité française à s'être affichée avec un noir. Oui. Pas n'importe lequel, puisque c'était Miles Davis. Oui. Est-ce que vous êtes pris dans la gueule des histoires de racisme à l'époque? Ah, j'en ai pris plein la tronche, oui. Oui, oui, absolument. Mais Miles... Miles Bah oui. Miles. Miles a parlé avec Sartre et Sartre lui a dit dites-moi, Miles Davis, pourquoi vous n'épousez pas Gréco? Et bon, d'ailleurs, de quoi il se mêlait, enfin, en plus. Et Miles lui a répondu parce que je ne veux pas la rendre malheureuse, parce que je l'aime. Ce qui était terrible. Il savait que vous alliez souffrir de racisme aussi? Oui. Il savait qu'on me traiterait comme la dernière des dernières. Il paraît que vous avez craché à la main d'un serveur dans un restaurant. Oui, je suis arrivé dans un restaurant très chic, très élégant, où j'avais mes habitudes, les gens me connaissaient bien. Et le maître d'hôtel me voit, dit « Oh, bonjour, mademoiselle Gréco, Nerona ». Et puis tout d'un coup, il voit un nègre derrière moi. « Ah, je suis désolé, nous sommes complets. » Je dis « Vous êtes complet? Donnez-moi votre main. » L'autre bonne poire me donne sa main, je crache dedans, je lui referme la main. Et je suis parti. Kaira. Ah non, il y a des choses pas supportables. Aujourd'hui, en France, ça a quand même pas mal changé. On a une ministre qui est noire qui s'appelle Christiane Taubira. Oui, elle se fait insulter. Et elle se fait quand même traiter de guenon avec une banane tendue par un enfant. Non, c'est épouvantable. J'avais les larmes aux yeux, moi. Vraiment, sincèrement, les larmes aux yeux, parce qu'il n'y a pas de nom à ça. Il y a un morceau qui, chanté par vous, me déchire le cœur, c'est Le Prochain Amour. C'est beau, hein? C'est une chanson magnifique. Ah, moi, je craque à tous les coups. Ça, je ne peux pas la chanter sans une profonde émotion. Mais d'ailleurs, je pense à peu près tout Brel, et pour des raisons très différentes. Et il y a une autre chanson de Brel qui, chantée par vous, prend un autre sens, c'est Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il y a plein de gens qui l'ont chanté, mais quand c'est vous, le sens change totalement. Oui, le sens change. Mais ça, j'aime pas les gens qui se traînent par terre comme des serpillères humides. Il n'y a rien à faire. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas la peine de pleurer pour rien. Donc c'est plus ne me quitte pas que ne me quitte pas. Parce que vous, c'est une menace. Oui. Vous avez déjà dit à des mecs si tu me quittes? Non, c'est moi qui pars. Comment est-ce qu'on va vers le prochain amour? Donnez-moi un conseil. Comment on va dans le prochain amour? On fait confiance au hasard. On fait confiance à la rencontre. On fait confiance à la vie. Mais vous dites ça parce que vous n'aviez pas Facebook, Twitter et tout ça, quoi. Ça sert à rien pour ça. C'est la chair, c'est la vie. C'est pas une boîte magique. Donc pour trouver le prochain amour, il faut oublier Internet? Non, il faut sortir. Il y a des comiques de plus en plus dans toutes les émissions et on les entend de moins en moins parler, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas qui ils sont. C'est vrai, mais... T'es pas frustré quand tu vas sur un plateau, que tu viens juste faire une vanne qui a été préparée avec le présentateur? Ouais, ça d'ailleurs j'essaie de le faire de moins en moins, j'ai plus envie de préparer les trucs de... Et sinon, vous aimez Fort Boyard? Ouais, parce que figurez-vous, tu vois, ça c'est... Mais au début, malheureusement, il faut passer par là parce que si tu veux remplir ta salle, il faut faire de la télé. Et si tu veux que les gens se déplacent, il faut être marrant en télé. Et je me dis, mon heure viendra. C'est-à-dire que j'aurai le temps de parler sérieusement. Bah t'es là. Et je suis là et mon heure est venue. Il y a une grosse différence entre le Malik d'il y a 2-3 ans et le Malik de maintenant, c'est que je pense que tu as 25 kilos en moins. Parce que la base de ton spectacle, c'est quand même l'histoire d'un petit gros qui galère avec les meufs. Qui monte à Paris, qui galère avec les meufs. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle souvent avec mon Mohamed Hamidi, qui est le metteur en scène. On essaie d'actualiser un petit peu le spectacle. Parce que t'es plus un petit gros. Non, mais... T'es Néo dans Matrix, t'es l'élu, t'as réussi. Non, mais être petit gros, c'est pas physique. C'est dans la tête. C'est dans la tête. On reste toujours petit gros. On reste toujours petit gros dans la tête. C'est la loose, c'est ce côté, je sais pas où mettre, je sais pas quoi faire de mes bras, je sais pas quoi faire de mon corps. Tu peux sortir un petit gros de sa graisse, mais pas la graisse d'un petit gros. Bah exactement, ça je te la vole celle-là. Celle-là je la garde. Et comment ça se passe avec les filles?
parce que tu parles beaucoup de crampes, Ouais. de ruptures, de Ouais. galères avec les meufs. Ouais, mais alors ça. Mais après avoir joué devant toute la France, comment ça se passe? Mais tout ça est faux, je vous jure. Alors souvent, les gens, j'étais le premier à regarder les gens en interview qui sortent, ouais, je sors de scène et je vais dans ma chambre, je joue de la guitare. Ça me permet de faire le vide. Là, tu parles d'Elysée Moon. Comment tu sais? Non, mais moi, c'est pareil. Je sors de scène, j'ai pas de... Non, j'ai pas... C'est un état d'esprit, j'ai pas la cote, je suis pas un lover, je suis pas un... Parce qu'on Je- a je l'impression suis pas que quand un- on est un petit gros qui accède au succès, c'est la différence d'un beau gosse qui accède au succès, c'est que le beau gosse, ça va lui faciliter les trucs. Ouais. Et nous, c'est une barrière de plus. Mais c'est une barrière de plus. C'est toutes ces nanas qui viennent te dire, mais toi, tu dois tous les soirs, tu dois... Bah non. non. Ou alors, ouais, j'ai pas envie de te déranger après le spectacle, ça doit être... Bah si. Bah si, dérange-moi. Dérange-moi avec plaisir, avec volontiers, tu me Ouais. déranges, n'hésite pas. Vraiment. Et maintenant, ce que je fais en tournée, je donne mon Il y a numéro aussi, de chambre d'hôtel. Ah, t'as cru que j'étais une de plus? Ouais, Bah, c'est ça, c'est non. ça. Ben non, Non. t'es une. T'es une. T'es une, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, t'es une. Et voilà. C'était le mais- moment sincère de l'interview. C'est le moment. Est-ce que tu connais Sébastien Abdelhamid? Ah, c'est mon ami. Non mais arrêtez tout! Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger réunis dans un même film. Non mais vous vous rendez compte? C'est comme si Terminator rencontrait Rocky. C'est complètement dingue et complètement inédit. Ah non, ils ont déjà été réunis dans Expendable 1 et 2. Ouais mais c'était vite fait quand même. Là, Évasion, c'est du lourd. Enfermé en prison, Stallone et Schwarzy s'associent pour s'évader. Un casting de dingue et de la bagarre. Et t'as le film qu'on attend depuis 1995. Faut pas oublier que c'est l'un des premiers films de Schwarzy depuis qu'il a quitté son costume de gouverneur. Pour ma génération, c'est comme si Obama jouait dans la suite de Arme Fatale, quoi. Je pense qu'il faut couper le fil bleu, Barack. Tu sais ce que je pense? Non, tu penses qu'il faut couper le fil rouge? Non, je pense que j'aurais préféré voir George Bush à ma place. Et je coupe le rouge. On parle des deux plus grandes légendes du cinéma des années 80-90, là. Qui aurait pu imaginer une carrière aussi dingue pour Schwarzenegger, qui était à la base un culturiste? Et que dire de Stallone, qui après avoir été SDF, commence sa carrière au cinéma par un film... comment dire, un film... Bon, vous m'avez compris, quoi. Les voir aujourd'hui réunis dans un même film, c'est un événement, car même s'ils ont toujours été potes, ils ont aussi toujours été rivaux. Comme le témoigne ce clin d'œil dans le film d'Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero. Hey, ou dans un vidéoclub, Sylvester Stallone prend la place de Schwarzenegger dans Terminator 2. Bref, vous m'avez compris, réunir ces deux légendes dans Évasion, c'est du même calibre que réunir Marty McFly et Dark Vador dans un même film. Luke, je suis ton père. Mais qu'est-ce que c'est? Eh, salut Dark Vador, moi c'est Marty McFly, on se connaît pas, mais en fait le père de Luke, bah c'est moi, il s'est passé un petit truc dans le passé avec ta meuf. Voilà. Non, Évasion, c'est mieux quand même, hein. Est-ce que tu peux me promettre le funk, juste le funk et rien d'autre que le funk? Je le jure. Snoop, t'as enregistré l'album The Chronic avec Dr. Dre dans les légendaires studios de Solar System. Vous y avez dormi, mangé. Est-ce qu'il y a la magie de la funk dans cet endroit? Voir tous ces disques sur les murs, et de grands artistes comme Lakeside, Shalamar, et se rendre compte que moi aussi j'ai enregistré dans ce studio. C'était un rêve devenu réalité. La magie était tout autour de nous. Est-ce que t'avais conscience, à l'époque, que t'étais en train de faire un classique? J'en ai eu conscience parce que je savais que Dr. Dre était l'un des meilleurs producteurs du monde. Alors forcément, bosser avec Dre, ça m'a donné le sentiment de transformer mon rêve en réalité. Que ce que je faisais allait être un succès, à condition de se donner les moyens d'y arriver, de travailler dur, d'être exigeant avec nous-mêmes, et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un mystère? Comment est-ce que tu fais pour parler aussi vite alors que tu fumes autant? Fume de la bonne weed, tu parleras plus vite. Par contre, tu mettras plus de temps à comprendre. Snoop, tu dis souvent que la musique a changé ta vie et les gens s'en souviennent peut-être pas, mais avant t'as fait partie d'un gang à Long Beach. Comment est-ce que ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie de différentes manières. Aller en prison, sortir de prison et ne pas vouloir y retourner, démêler le vrai du faux. Tu vois, ce n'était pas une histoire liée à l'argent ou aux armes. Mais j'ai eu le sentiment que si j'allais de l'avant, et que si je laissais le passé derrière moi, ça deviendrait vrai. Et là, ça l'est devenu. Il fallait juste que je croie en moi. Snoop, t'as bossé avec des producteurs de légende comme Dr. Dre, Pharrell Williams, Timbaland, Daz.
C'est quoi la particularité de Dame qui est assis juste à côté de toi? Dame a récupéré quelque chose de Dr. Dre. C'est son propre caractère, c'est son propre son, sa production, sa capacité à diriger un artiste en studio. Snoop, il y a 20 ans, les gens disaient de toi que tu avais une mauvaise influence sur les jeunes, que tu étais une Kaira, un gangster. Qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui à ces gens-là? Sucez ma et étouffez-vous avec. Les mecs, c'est quoi votre définition d'une clique? Avoir des gens autour de toi qui t'aiment et qui agissent dans ton meilleur intérêt, qui tiennent à toi, qui n'ont pas peur de te dire non et qui ne se contentent pas de te dire toujours oui. Ça, c'est ma définition d'une clique, d'une vraie clique. J'aimerais juste te parler un instant du live à Coachella avec l'hologramme de Tupac. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu ton pote, mort, assassiné, réapparaître sur scène? C'était un moment spécial cette soirée. Mais toute la soirée était très spéciale. Parce qu'il y avait tous mes amis et mes proches. On s'amusait ensemble comme d'hab. J'aimerais aussi parler d'un autre mec qui est décédé autour de toi, c'est Nate Dogg. J'ai été profondément touché quand il est décédé. Est-ce que tu peux rappeler aux Français qui est Nate Dogg et quelle est son importance? C'était plus qu'un ami musicien. C'était comme un frère. C'était quelqu'un de ma famille. Il signifiait beaucoup pour nous et pour notre culture musicale. Parce qu'il était comme un traducteur. À chaque fois qu'on avait besoin d'un morceau accrocheur, on pouvait compter sur lui. On n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il savait donner vie à nos idées. Il était comme ça. C'était un de nos leaders. Un des membres fondateurs du label DPG. Nate Dogg, repose en paix. Juste une question. Dr. Dre prépare son album Detox. Tout le monde l'attend depuis je sais pas combien de temps. Quand est-ce qu'il sort? La seule question que je me pose est que je ne sais pas. Et j'en ai rien à foutre. Pourquoi est-ce que t'en as rien à foutre? Je suis pas en détox et je suis complètement cassé. T'es à Amsterdam, l'émission est diffusée sur une télé française. Qu'est-ce que tu peux faire que tu ne peux faire ni à la télé américaine, ni en France? Je pourrais vous montrer sur Skype, mais je vais pas le faire maintenant, parce que je sais que la télé américaine va récupérer l'image. Merci Dame Funk et merci Snoop Dogg, parce que qu'est-ce qu'on attendait? On attendait Snoop Doggy Dogg. À droite, c'est très dur de faire rire entre les unes des journaux crapuleuses ou les dérapages suspects. Les mecs rivalisent de sorties qu'on assimile souvent purement et simplement à du racisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas drôles. Et les mecs qui maîtrisent le game du LOL de droite, ils sont sur internet, ils tiennent le compte parodique Humour de droite, suivi par des centaines de milliers de personnes. Ils ont le droit de se moquer de Leonarda, des immigrés reconduits à la frontière. Et pendant la précédente campagne, l'UMP a même mis en place une cellule de riposte pour les empêcher de loler en paix. C'est leur première apparition à la télévision, ils avancent masqués pour protéger leur anonymat. Voici les 3 gars qui sont derrière le compte Humour de droite. Comment ça va les gars? Ça va plutôt très bien. Alors déjà, pourquoi 3 gars pour un compte? Déjà, on n'est pas 3, on est 6 à la base. C'est pas mal. Et on s'est rencontrés en fait dans une convention de personnes qui aiment les barbes et on s'est retrouvés autour du sujet de l'humour, de la droite, voilà. Comment c'est né le truc? C'est né à cause de Michel Sardouille en fait. C'est l'inénarrable Michel Sardouille qui va nous chanter les Turcs. Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon? Un jour on l'aura dans l'oignon. Et cette chanson elle nous avait fait beaucoup rigoler, on se connaissait un petit peu avant. On avait l'habitude d'échanger et de se faire aussi de temps en temps des blagues pseudo-racistes mais qui nous faisaient quand même rire et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une limite en fait à pas franchir et que parfois on était drôle et parfois on l'était pas. C'est quoi la différence entre une blague raciste et un dérapage raciste? Pour moi, tu as très clairement la présomption de racisme. Il y a un truc qui est très clair. Tu vois, quand Eric et Ramzy, par exemple, dans Platane, vont te faire la blague au réveil d'Eric, quand il commence à faire des vannes sur les Noirs, qui ont la chance d'avoir des pieds qui ressemblent à des mains, c'est pratique pour ouvrir des bananes, etc. 2 ans plus tard, t'as Minute qui fait la une sur Taubira avec la blague de la banane. Est-ce que ça vous a fait rire la une de Minute? Elle est pas très belle quand même, hein. Ça manque de montage. Non, ça nous a pas fait rire parce qu'on sait ce que ça veut dire quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme d'humour, c'est grossier, on pourrait le faire avec 3 ans d'âge mental et un mauvais crayon, c'est pas marrant, il n'y a pas de contexte. Avant on parlait de droite décomplexée, on commence à parler d'extrême droite décomplexée.
C'est quoi maintenant la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va décomplexer? Ça va peut-être choquer, mais je suis très content aujourd'hui que le racisme, il ressorte, enfin que la parole raciste, elle ressorte autant. On trouve ça vachement plus intéressant que ça ressorte, plutôt que ce soit latent, avec un petit peu ce qu'a pu faire Patrick Buisson à l'UMP pendant ces 5 dernières années. Au moins aujourd'hui, on sait quels sont les camps, tu vois, c'est bien identifié. Les masques, ils sont tombés en tout cas, il n'y a plus de... Voilà. Vous êtes vraiment apparu pendant la précédente campagne. Tout le monde disait que cette campagne allait se jouer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des mecs comme Thomas Hollande qui vous ont dragué ou pas? Ouais. Je l'ai vu en teuf, moi, il est un peu limite. Ouais, on s'est fait approcher vers des gens qui sont plutôt dans les cellules web du PS, mais pendant la campagne. On a beaucoup réfléchi parce qu'à l'époque, on voulait faire notre bonne action et puis on s'est dit finalement, si on commence là-dedans, on part dans le côté plus drôle parce que justement... À partir du moment où vous êtes encarté, c'est mort. Exactement, ouais. Est-ce que ça se fait les vannes sur le physique? Bien sûr. Et sur Leonarda? Bien sûr. Sur le physique de Leonarda? Bah oui, bien sûr. Sur sa moustache, ouais. Mais... Nous, on a fait des blagues sur Stéphane Soumier, sur les sourcils de Stéphane Soumier. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas sur Leonarda, tu vois. Ils ont les mêmes sourcils, pourquoi on ne ferait pas les mêmes blagues, quoi. Elle est Rome, ok, d'accord. Et alors? C'est bon. On peut très bien faire des blagues sur le physique. La dernière qui a cartonné sur Internet, c'est Mamadou Sarko. Ouais. Ah ouais, c'était pas mal ça. Comment ça a été pris? En termes de chiffres, très bien. En termes de chiffres, je sais pas, je crois qu'on doit être à... La dernière fois que j'ai regardé, il devait y avoir 5000 retweets sur Twitter. On a dû avoir, je sais pas, une portée de 1 million. C'est-à-dire il y a 1 million de personnes qui ont vu ce truc au travers de notre compte. Donc tu vois, c'est des choses qu'on regarde nous assez régulièrement. On va être chiant, mais clairement, on regarde ça, quoi. C'est l'audience de BFM TV, iTélé en cumulé à peu près sur Twitter en une seule journée. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi les choses qui fonctionnent le plus sur Internet? C'est quoi les éléments clés pour que ça fonctionne? Punchline. Mais c'est quoi les éléments à mettre dans une punchline? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est exactement comme dans le rap, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un tweet qui soit équilibré avec un début, une fin. Il faut si tu peux faire en sorte que ça rime, c'est tant mieux. Si tu fais une référence que les gens arrivent à comprendre immédiatement, c'est beaucoup mieux. Si tu leur parles, si tu détournes un slogan, c'est ça qui fonctionne hyper bien. Après, nous, on est tous dans des métiers un petit peu qui sommes autour de la communication, les médias, la publicité, etc. Donc on est assez entraîné à ce genre de choses. Et on va utiliser exactement les mêmes recettes que dans la publicité, que dans le social media management, avec de la production de visuels adaptés pour le contenu social, c'est-à-dire pour Twitter ou Facebook. Il y a eu un truc qui est arrivé, c'est qu'à un moment, il y a un site qui est sorti où les gens révélaient vos identités, ce que vous faisiez dans la vie, vos vrais comptes. Des identités. Ouais. Comment on le vit, ça? On voit bien dans la relation qu'on a avec les gens sur Twitter, sur Facebook, etc., que c'est pas du tout une question. Ils s'en foutent la plupart du temps, ils vont plutôt juger la qualité de ce qu'on raconte. Franchement, on est entre nous, on s'en bat les couilles, enlevez vos perruques. Non, pas possible. non, très clairement, je te dis... Mais les mecs de droite, ils sont courageux, normalement. Les mecs de droite sont courageux, mais après... Il est où, le courage? Non, je t'explique juste, la seule pression qu'on peut avoir, c'est une pression économique, au final. Nous, on a encore un plafond de verre à casser pour être nos propres patrons. Donc quand vous serez vos propres patrons et que ça cartonnera, exactement. Vous enlèverez les perruques après, les gens, en disant c'est bon les gars, on n'est pas de droite. Exactement. Et probablement que tout le monde s'en foutra d'ailleurs. Je pense aussi. Voilà. Donc en fait, vous prendrez un risque quand il n'y aura plus de risque. Exactement. Donc vous êtes de droite. On est totalement de droite. Merci les gars. Merci. Quand tu dis je sais pas si le pire c'est que les narcotiques s'introduisent ou si le plus dangereux soit que les sarkozystes se reproduisent. Ah, elle est bien cette punchline. Ouais, mais les sarkozystes n'ont tué personne. Ah, c'est pas sûr. J'en sais rien. Pour aller au pouvoir, tu sais, c'est comme dans un quartier. Hein. Pour avoir le plus gros terrain, il faut avoir fait du sale. Hein. Quand tu dis j'ai peur que les sarkozystes se reproduisent, t'insultes quand même la majorité des gens qui ont voté pour lui en 2007. Je m'en fous de ceux qui ont voté pour lui, c'est pas mon problème. Ceux qui votent pour qui ils veulent. Moi, je vote pas, je m'en fous. Ceux qui ont voté pour lui, ils se sont mangés une douille, c'est tout. Voilà. Il est très très intelligent, très malin, très fort, très fin. C'est le boss, moi je le dis, moi je le sais. Tu dis que Sarkozy c'est le boss? Ah bah oui. Tous les gangsters aimeraient faire comme lui. C'est le meilleur. Il est petit, talonnette, un genre de Scarface. Il est avec Elvira, elle est grande, plus grande que lui. Non, c'est le mec le plus frais qui existe, il est très fort. Très très fort. Il a des terrains un peu partout. T'es sur mon terrain, t'es pas content, dégage. Kadhafi, comme ça. Donc si tu vois Sarkozy, tu lui serres la main? Oh, c'est une carrière, tu lui serres la main fort. Respect? Oh, ouais, il est très très fort. Nicolas, si tu nous entends, Caris t'aime. Il va pas être d'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très content de voir cette émission, c'est Marion Maréchal Le Pen et Mehdi Badrou sont rentrés dans sa tête.
On a eu du mal à entrer dans ta tête, Marion Maréchal. Dans la tête d'une fille qui a presque notre âge. Mais avec en plus les vertus de la haine qui coulent dans ton semblant. Dans la tête d'une adulte. Jamais ado. À qui on dit depuis bébé que la France doit être incolore. Finalement, on a forcé la porte. On a pu te rentrer dedans. Marion Maréchal, tes initiales sont des M. Mais tu ne portes pas l'amour dans ton cœur. Dans ta tête, il y a une faucille qui creuse tes passages à vide. Un couteau avec lequel t'écris tes discours flingués. Et un pinceau qui fait couler du bleu marine. Il y a cet héritage familial, indélébile. Celui de ton grand-père Jean-Marie lorsqu'il jouait au chat et à la souris avec un couteau en Algérie. Et ta tante Marine partie valser à Vienne dans un bal aux mauvaises senteurs. T'as eu le destin tracé. T'as pas eu le choix de t'échapper. Dans ta tête, il y a beaucoup de rien et un peu de mots. Une bibliothèque avec les livres de tes modèles ou tes admirateurs. Celui d'Éric Zemmour. Celui d'Elisabeth Lévy. Celui d'Alain Finkielkraut. Celui aussi d'une mère de cœur, Christine Boutin. Et toi, tu lis ça comme si tous avaient le monopole de la vérité. Marion Maréchal, c'est déjà trop long. Personne n'aurait envie de rester dans ta tête empestée plus longtemps. Avec tes chiens qui crient qu'ils sont chez eux. Avec ta foi qui dit que les autres sont barbares. Avec ta peur des gros. Des négros. Des bicots. Des pédés. Des barbus. Des jeunes de ton âge. Des gens d'ailleurs. Des gitans. Des anciens. Des prochains. Pourtant, t'aurais pu être une fille comme les autres. Qui aime Britney Spears, qui lit Albert Camus. Qui regarde le monde comme une possibilité. Qui regarde Click, qui se dit que tout n'est pas faux. Pourtant, t'aurais pu être une fille comme les autres. Mais tu es le faux. Tu es l'inverse de moi. De moi. De moi. De moi. Tu roules en sens inverse. Tu es le contraire de tout le monde. Alors, on peut parler d'un truc, c'est que tu as tourné dans un film qui s'appelle La Marche, qui raconte une histoire très très importante de l'immigration française. Tout à fait. Sauf que tu es toi-même immigré. Tout à fait. Et tu as toi-même des problèmes de papier. Moi, je galère comme une clocharde pour avoir mes papiers. Alors, raconte-moi cette histoire, parce qu'il y a quand même un truc dingue, c'est que tu allé rencontrer François Hollande pour lui montrer le film. Ouais. Est-ce que tu lui as demandé de t'aider pour tes papiers? Un petit peu quand même. Après, je sais pas dans quelle mesure il a réussi à le faire, mais là, je suis en attente de statut. Là. Je suis légale, mais je suis en attente de statut. Donc on ne sait pas si on va m'octroyer un titre de séjour qui dure 1 an ou un truc qui va durer 3 ans, qui s'appelle une carte compétences et talents. Je ne sais pas si j'ai encore. On verra. C'est la préfecture qui va juger si j'ai des compétences et des talents. C'est Donc une là, t'es galère. potentiellement clando. Ouais, je suis semi-clando là. Donc par exemple, si demain j'appelle pour que tu te dénoncer, je peux te dénoncer pour que tu sois. Bah, là, pour l'instant, ça ne marchera pas. Parce que C'est que c'est une main et que c'est pas un téléphone. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la marche. Oui. Ça devient sérieux là. Ouais, ça devient sérieux. Ouais, tu t'avances. Non, parce qu'il y a plein de choses autour de ce film. Il y a plein de gens qui commencent à raviver un petit peu les débats sur l'histoire de l'immigration, etc. Est-ce que tu penses pas qu'on avance dans la même récupération qu'il y a eu dans les années 80, après la vraie marche? Moi, je ne sais pas si c'est vrai parce que vu l'impopularité de notre président et du gouvernement en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment en train de la récupérer et j'ai même pas l'impression que ça les aide tant que ça. On a beaucoup parlé de la marche, un peu moins des marcheurs et encore moins de ceux qui marchent encore, des militants associatifs qui n'ont pas lâché l'affaire 30 ans après et qui continuent à animer et à faire bouger les problématiques au sein même des quartiers. Alex Comte est allé à la rencontre de Tarek Kotari, 51 ans, membre fondateur du mouvement de l'immigration et des banlieues, qui organise le 7 et 8 décembre prochain une expo et des concerts avec la présence de Zelda et de Rachida au Cabaret Sauvage. La rencontre a eu lieu la nuit dans un taxi, le taxi de Rachid Taxi, et ça s'appelle Il dit. Tarek Kotari a l'humilité des vrais militants. Le cofondateur du mouvement de l'immigration et des banlieues n'aime pas trop parler de lui. Né au Maroc, arrivé en France à l'âge de 10 ans, on n'en saura pas beaucoup plus. Il préfère parler des autres, de l'expo qu'il organise jeudi et vendredi prochain. Ceux qui marchent encore, comme lui, le voilà Tarek. Nous sommes en 1983, il a 21 ans, c'est la première marche. Il se souvient du grand espoir, de l'esprit de conquête. Il dit « On veut un traitement égal, pas plus, pas moins. On n'est pas en train de mendier. » La conquête, pas la quête. On est chez nous ici, et vive la vie. On est là, et ça ne peut pas revenir en arrière. On n'est pas des voyageurs itinérants. 30 ans plus tard, il se sent floué, un peu trahi. On commémore, d'accord, mais Tarek se méfie des récupérateurs opportunistes, des jolis cœurs qui ne marchent en fait que pour leurs pommes. Il a vu trop de militants troquer les convictions pour les ambitions, se servir de la marche comme marchepied. C'est que des gens qui voulaient du pouvoir. À l'époque, c'est des gens comme Julien Drey, des gens comme Harlem Désir. Les fondateurs de SOS Racisme ne sont pas les potes de Tarek. Il dit « Les antiracistes de salon, que ce soit les politiciens et tout ça, machin, ils viennent juste gratter ce qu'ils ont envie de gratter sur le dos des gens et puis ciao, au revoir, et qu'il n'y a rien qui change. » Ok, mais la lutte contre le FN, il en fait quoi? Le Front National, il n'a pas été au pouvoir en France. Il n'est pas au pouvoir. Le Parti Socialiste a été au pouvoir pendant longtemps, l'UMP, ils ont été au pouvoir pendant longtemps. C'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tarek ne veut pas abandonner, il pense à ses parents. Il dit « Nos parents, on les a maltraités alors qu'ils ont construit des routes,
alors qu'ils ont travaillé dans les mines, comme des Français d'ailleurs, pas que les immigrés qui ont fait ça. Tarek a la pudeur des vrais militants. Quand il contemple le combat de sa vie, l'égalité pour tous, qui que tu sois, d'où que tu viennes, parfois sa voix s'étrangle, parfois ses yeux bruns s'attendrissent. Mais stop, ne manquerait plus qu'on récupère son émotion. Quand on a appris que vous collaboriez avec Daft Punk, ça a rendu tout le monde dingue. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que pour nous, et même pour les Daft Punk, c'est un rêve de travailler avec vous? Eh bien, je peux vous dire que le plus dingue de tous, c'était moi. J'ai rencontré les Daft Punk à Los Angeles. On déjeunait, à un moment, Guiman m'a dit Hey, on aimerait que tu collabores avec nous. On ne sait pas encore sur quoi, mais on aimerait travailler avec toi. Ensuite, ils m'ont appelé et ils m'ont invité à les rejoindre dans leur studio. Alors j'y suis allé et ils m'ont dit la seule chose que tu as à faire, c'est parler de ta vie. Vous avez travaillé avec Mireille Mathieu et avec les Daft Punk. C'est quoi votre délire avec les Français qui portent des casques? Pourquoi? Mireille Mathieu porte un casque? En fait, Giorgio, c'est que la coupe de Mireille Mathieu, on dirait vraiment un casque, comme un Daft Punk. Ah oui! J'ai travaillé avec France Gall aussi. Mais je ne pense pas qu'elle avait un casque. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ils ressemblent, ces mecs? Ils sont vraiment très beaux. L'un d'entre eux est grand et maigre. Et l'autre est un peu moins grand, de taille moyenne, et très beau aussi. Pour moi, il y a deux légendes de la musique contemporaine. Il y a Quincy Jones et il y a vous, parce que vous avez composé une des meilleures chansons de tous les temps, I Feel Love de Donna Summer. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de cette chanson? Je voulais faire un album avec Donna Summer, dans lequel il y aurait le son des années 50, 60 et 70. Et puis je me suis dit qu'il nous fallait une chanson pour incarner le futur, ce qui n'est pas un concept facile à trouver. J'ai travaillé avec ce mec, Robbie, qui m'a donné une ligne de basse que j'ai mise dans le synthétiseur. Pendant le mix du morceau, j'ai dit à l'ingénieur « Pourquoi tu ne poses pas un délai ou de la reverb sur la basse ?» Et par pure coïncidence, il l'a doublé et au lieu de jouer, tout à coup, c'est devenu... Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le rythme de I Feel Love a été créé. J'étais vraiment choqué quand j'ai vu ton interview avec la police l'année dernière. Il te parlait vraiment comme si t'étais un bébé. Comment tu gères ce rapport avec la justice? Recall that any criminal actions were pending against you at the end of 2008. I don't recall any. Didn't you serve about 8 months at Rikers Island in 2010? I don't know. Didn't you win? I don't know. The award for Best Rap Album of the Year in 2008 for the Carter 3? I don't know. Mr. Carter, you have to wait until the attorney is finished asking the question, please. I'm sorry, that's my psychic. I'm sorry. She was crazy, stupid thick. Tu sais, en venant de là où on vient, d'où je viens, c'est-à-dire d'Amérique, et je ne parle même pas du ghetto, malheureusement on est habitué à ça. T'es un peu comme un survivant. T'es passé à travers plein d'étapes super dures et tu t'en sors. C'est quoi la chose la plus difficile que t'as eu à traverser? La chatte. Comment ça va, Amel? Ça va bien. Par contre, c'est qui? C'est toi. C'est toi dans 10 ans. Tu kiffes? Tu la reconnais ou pas, Amel? C'était toi il y a 10 ans. Mais ça veut dire qu'on a maigri? Ouais. On a maigri? T'as maigri. Ouais. C'est-à-dire, tu mets des jeans? Ouais. C'est un truc de fou. Je suis heureuse. Mais attends, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Tu chantes? Parce que moi, je chante, là. Je fais que chanter dans les bus, les cars. Moi, dès qu'il y a des roues, dès qu'il y a un volant, je chante. Ah bah là, tu vas faire l'Olympia. C'est quand l'Olympia? Le 16 et 17 novembre. On va faire l'Olympia. Et pour toi, les gens, ils payent des billets? Pour toi? Pour nous? Oui, pour nous. Tu vas être aux enfoirés aussi, elle est... Ah non. Un gros enfoiré. Ah non. Et genre, tu mets des costumes et tout? Ouais, mais manière, t'auras maigri.
On aura maigri. Et du coup, on a des cubs et tout. Enfin, Ça va. Ça va? Ouais, je veux dire, t'es Tu duplé. galères il y a 10 ans? Moi, je galère un peu. Enfin, à la Courneuve, on se connaît tous. Du coup, on a l'impression d'être tous consanguins. C'est relou. Mais on l'est. Je ne savais pas. Et j'ai une question. Vas-y. Et du coup, tu vends des albums et tout? Ça va. Ça va bien se passer. Après, tu vas avoir une carrière comme toutes les carrières. Hein. Avec les hauts, les bas, mais tu seras quelqu'un. Charles Aznavour, il lui a écrit une chanson. Il nous a écrit une chanson? Ouais, sur ton 2e album. J'en ai pas sur fait notre encore. 2e album. C'est fou. C'est fou. Hein. T'es belle. Toi aussi, t'es belle. Ça fait plaisir de te voir à la télé souriant parce qu'à chaque fois que t'es à la télé, t'es hyper mal à l'aise. Ah, tu redeviens mal à l'aise. J'ai l'impression que les plateaux n'ont pas l'habitude de recevoir des rappeurs, comme moi par exemple, de mon genre. Et je le ressens. C'est quoi un rappeur de ton genre? Vrai. C'est-à-dire que tu regardes jamais la télé? Si, ça m'arrive. J'aime les émissions sur les animaux. Genre quoi, avec des petits chatons? Non, pas les chatons, les gros chatons. Les lions, les félins? Les lions, les félins, les tigres, chasse et pêche. Je me dis, c'est des ouf. Ils sont tout seuls, ils n'arrêtent pas de tirer sur des petits oiseaux qui n'ont rien fait. Ce qui est dingue pour toi, c'est que tu as connu une ascension fulgurante. Tu as commencé par faire des soirées en province, après dans le monde, et ça ne s'arrête toujours pas. Tu as monté ton propre label qui s'appelle Bromance. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la bromance? Alors la bromance... Parce que vous êtes toujours entre mecs. Exactement. Je dirais qu'on porte plus d'importance à se marrer avec les potes que le reste, en fait. C'est le plus important. Parce qu'on a souvent l'image du DJ qui part en soirée, qui est avec plein de gogo danseuses qui chopent les nanas. Vous, quand on regarde vos photos, c'est que des mecs entre eux. Exact. Et c'est aussi parce que ouais, je porte beaucoup d'importance au fait de rigoler plus de 10 heures par jour. Donc le fait d'être avec les potes, ça ne fait que faciliter tout ça. Si t'appuies, c'est un son qui sort, ça c'est magique. Oh, clic. Oh, clic. On bat les couilles, 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 on bat les couilles.